Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Peugeot, qui a animé durant un temps l'association VECAM, dont on parlera, qui a été aussi vice-présidente du Conseil national du numérique et qui aujourd'hui partage son temps entre ses recherches au sein d'un laboratoire en sciences sociales à Orange Labs et membre de la CNIL, qui, Commission nationale informatique et liberté, nous accueille aujourd'hui. On va donc parler d'innovation sociale, de citoyenneté active et de commun. Alors, on va commencer par cerner un petit peu. Si vous voulez bien nous donner votre définition d'innovation sociale. Innovation, tout le monde sait ce que c'est. Sociale, évidemment. Innovation sociale, ce n'est pas forcément flagrant pour tout le monde. Comment vous le cernez, comment vous le définissez? L'innovation sociale, je dirais que la définition qui fait un peu consensus de tous, c'est une réponse apportée à un besoin qui n'est couvert ni par l'État ni par le marché et qui va être apporté par des collectifs de citoyens sous toute forme possible et imaginable. Donc ça, c'est la définition de base. Après, il y a des approches de cette définition qui varient. Certains considèrent qu'il y a une approche de l'innovation sociale très tournée vers le monde économique, avec des critères d'efficacité, et puis l'innovation sociale qui s'intéresse plus justement à la dimension collective et au côté rupture de l'innovation. Moi, ce qui m'intéresse dans l'innovation sociale, c'est pas tant son côté réparateur, parce que quand on prend cette première définition, répondre à un besoin non couvert, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu le bouche-trou, si vous me passez l'expression, quoi. Voilà, il y a une inefficacité du marché et de l'État, donc on appelle les citoyens au secours. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans l'innovation sociale ce que ça peut être apporté comme créativité. Je considère l'innovation sociale comme un terreau dans lequel on va pouvoir puiser de l'imagination dans une période où on peut dire que du côté de l'offre politique, l'imagination n'est pas vraiment au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. On tourne en rond avec les mêmes rengaines, tous bords confondus, toute étiquette confondue. Et donc, c'est pour moi, en se tournant vers l'innovation sociale, qu'on peut arriver un peu à renouveler notre logiciel, renouveler nos idées, notre manière de voir le monde et d'essayer d'apporter des réponses effectivement à ce qui ne tourne pas très rond. Vous évoquez le fait de voir ou même d'observer le monde. On peut l'imaginer dans sa globalité, y compris d'essayer de repérer quelques signaux faibles. Et me semble-t-il, il y a quelque chose qui vous intéresse, qui sont les imaginaires. On en parle beaucoup aujourd'hui des imaginaires numériques, justement. Il y a pas mal d'ouvrages récents à ce sujet. Et me semble-t-il, il vous intéresse d'autant plus qu'ils sont liés au faire ensemble, je pense, ces imaginaires numériques, non ? Oui, ce qui est intéressant, c'est pas seulement de se projeter, même si tous les travail pur sur les imaginaires peut être très fécond, mais c'est aussi à quel moment on fait passer cet imaginaire dans l'agir ensemble, dans l'agir collectif. Donc aujourd'hui, dans les endroits où je vois cet imaginaire s'inscrire dans les territoires, je pense particulièrement aux tiers-lieux qui se multiplient en ce moment en France. On a à peu près, dans le dernier rapport France Tiers-Lieux, on estime qu'il y a environ 2500 tiers-lieux en France l'année dernière et qu'on s'achemine doucement vers 3000-3500 tiers-lieux, donc quelque chose qui croît et embellit. Et donc ces tiers-lieux qui se déploient en ce moment dans les territoires en France, et pas qu'en France, mais là parlons déjà de la France, pour moi sont des incarnations particulièrement emblématiques de cette innovation sociale, parce qu'on y trouve à la fois cette imagination fertile sur la manière dont on peut faire vivre des territoires autrement, on y trouve des lieux d'action collective, on y trouve des lieux d'hybridation sociale avec des publics qui viennent pour différentes raisons, qui vont se croiser dans ces lieux alors qu'ils ne se croisent plus ailleurs. C'est pas dans les supermarchés ou au cinéma qu'aujourd'hui on crée du lien social. Donc dans les tiers-lieux, on peut créer du lien social et on y trouve surtout une pluralité d'activités qui vont de la fabrication numérique, en passant par la médiation numérique, en passant par de l'accompagnement à l'alimentation durable, à la permaculture, voilà, ou de l'innovation technologique. On trouve aussi beaucoup d'innovation technologique dans les tiers-lieux, donc ils croisent innovation technologique et innovation sociale. Et voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est vraiment, je pense, en ce moment, une des pistes les plus intéressantes quand on cherche à changer notre matrice pour regarder le monde. Après, sans vouloir non plus angéliser ces tiers-lieux, c'est pas du tout l'idée,
La question que ça pose, c'est une fois qu'on a tous ces petits espaces d'innovation sociale qui sont en train d'inventer d'autres manières de faire, comment est-ce qu'on fait passer ça à l'échelle? C'est une question qui reste ouverte. Enfin, après, j'en ai quelques idées, quelques pistes de réponse, mais ça reste la question ouverte. Et depuis de longues années, on sait que la question de l'innovation sociale et plus largement de la culture de l'éducation populaire, de l'économie sociale et solidaire, toutes ces familles qui s'imbriquent les unes avec les autres, la difficulté, c'est de les faire sortir d'une forme de marginalité pour pouvoir pénétrer plus largement le tissu social, le tissu économique, le tissu politique et faire société et faire que ça change. Voilà. Alors ces tiers-lieux, comme vous l'évoquiez, c'est d'une diversité absolue du point de vue des activités. En revanche, il y a aussi quelques points communs et me semble-t-il, il y a souvent une part écologique dans la pensée de ces lieux. Alors oui, mais c'est relativement récent. C'est assez intéressant parce qu'il y a eu pas mal d'enquêtes entre 2016 et 2018 qui avaient été commandées par l'ADEME, par le Commissariat général au développement durable. Et ces enquêtes semblaient dire que finalement, le rôle des tiers-lieux en matière d'écologie était relativement marginal, que ce n'était pas le cœur du sujet. Et en fait, ce qu'on observe plus récemment, et notamment il y a un chercheur qui avait enquêté sur ce sujet qui est revenu là-dessus en disant finalement les choses ont changé. Et c'est aussi ce que moi j'ai pu observer dans mes travaux, dans mes recherches, c'est qu'aujourd'hui la question écologique, elle s'inscrit vraiment au cœur de l'ambition des tiers-lieux. Alors elle s'inscrit de plusieurs manières. Elle s'inscrit d'abord à travers les Fab Labs, parce que les Fab Labs, qui sont un sous-ensemble des tiers-lieux. En fait, il y a plein de dénominations qu'on retrouve sous l'appellation chapeau de tiers-lieux, mais on peut parler des coworking, on peut parler des Fab Labs, on peut parler des lieux de médiation numérique, des EPN, des ECN, on peut parler des hackerspace, on peut parler, aujourd'hui on parle beaucoup des tiers-lieux nourriciers, qui sont une nouvelle famille en quelque sorte de tiers-lieux. Donc voilà, plein d'appellations et on utilise tiers-lieux comme intitulé chapeau. Ou parapluie. Et en fait, cette question écologique, elle va être multiforme. Donc, dans les tiers-lieux qui ont une activité de fabrication numérique type Fab Lab, à travers la fabrication distribuée, on participe de l'écologie parce qu'en rapprochant la conception au plus près, en faisant du circuit court, c'est une manière de penser de l'innovation et du développement qui ne va pas chercher une pièce à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est une manière de penser l'écologie. Mais on voit aussi de plus en plus de tiers-lieux qui organisent des repair-cafés, qui organisent des ateliers du recyclage, qui organisent des ateliers de pédagogie tout simplement autour des questions par exemple de sobriété numérique. Donc voilà, c'est multiforme, mais cette question-là, elle monte de plus en plus dans les tiers-lieux. Et aussi parce que les tiers-lieux, une autre manière de participer à l'écologie, quand je parlais de recyclage, le recyclage, c'est pas simplement récolter vos appareils obsolètes et ensuite les amener dans une poubelle adaptée. Là, le travail de recyclage, par exemple, il y a pas mal de tiers-lieux qui font ça. Ils récupèrent des ordinateurs obsolètes qui viennent des entreprises. Ils vont les nettoyer et les équiper en logiciel libre, ce qui va permettre de donner une seconde vie à ces ordinateurs ou à ce matériel. Et non seulement une seconde vie, puisque sinon ils auraient été jetés par l'entreprise qui les détenait, mais c'est aussi une manière d'accroître leur longévité en les équipant de logiciels libres qui sont a priori moins consommateurs de ressources que des logiciels propriétaires. En tout cas, c'est ce que disent les tiers-lieux. Alors, l'autre point commun, vous l'avez déjà mentionné, c'est l'idée d'échange, de participation. On va dire finalement le terme de partage sans doute est le plus juste. Ce n'est pas des lieux de service, on ne vient pas là pour faire marcher son ordinateur qui ne fonctionnait plus. C'est vraiment l'idée aussi de rencontre, elle est vraiment au centre de la constitution des tiers-lieux, non ? Alors oui et non. C'est-à-dire que dans l'histoire des tiers-lieux, il y a eu une petite césure entre deux familles qui correspondent un peu aux deux approches de l'innovation sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de lieux qui viennent plutôt du coworking et qui ont cherché avant tout à stabiliser leur modèle économique et qui ont divergé. Voilà, aujourd'hui, vous voyez des coworking un peu partout, des espaces de coworking dans Paris, vous en avez pratiquement dans chaque pâté de maison. Ce sont des espaces qui, eux, ont vraiment une logique servicielle, ils ont un modèle économique stabilisé. S'ils sont un peu plus ambitieux, ils ont aussi un côté accélérateur de start-up, incubateur, voilà. Mais
on est d'abord là sur l'efficacité économique. Et puis les autres tiers-lieux, ceux que j'évoquais jusqu'ici, ce sont ceux qui font partie de cette deuxième famille de l'innovation sociale et qui, eux, effectivement, mettent la question de la rencontre et de l'hybridation des publics et de l'agir collectif au cœur de leur projet. J'ai une animatrice une directrice de tiers-lieu qui me racontait dans un entretien qu'à un moment, l'association s'était fait expulser de son lieu, s'était retrouvée SDF sans domicile fixe de son lieu et que la dynamique collective avait tenu. Et elle me raconte ça en disant, on voit bien que ce qui est important, ce n'est pas tant les murs, mais c'est la dynamique collective qui est dedans. Et même sans murs, on a continué et on a pu porter nos projets. Voilà. Donc cette dynamique collective dans cette seconde famille de tiers-lieux dans lesquels s'inscrit l'innovation sociale, elle est absolument essentielle. Mais elle n'est pas toujours facile, hein, pas toujours facile à porter, parce que c'est une chose de dire, comme racontait un autre porteur de tiers-lieux, chez nous, il y a les footeux qui rencontrent les écolos et qui vont rencontrer aussi des intellos. Mais après, il faut aussi animer tout ça pour que ces gens-là ne se côtoient pas, ne se juxtaposent pas, mais travaillent ensemble sur des projets collectifs. Et ça, c'est un vrai savoir-faire des animateurs de tiers-lieux. C'est pas quelque chose qui est génération spontanée, quoi.